Les dirigeants européens n'ont pas mâché leurs mots à propos de Vladimir Poutine, et cela a évidemment déplu au Kremlin. Ce n'étaient pas des critiques diplomatiques classiques, mais des accusations franches et directes. Le président français Emmanuel Macron a qualifié Poutine d'ogre sanguinaire, décrivant la Russie comme un pouvoir de déstabilisation de longue date, une menace directe et permanente à la porte de l'Europe. Il a rappelé que la Russie consacre plus de 40% de son budget à l'équipement militaire et mobilise une armée de plus de 1,3 million d'hommes, ce qui exclut un retour rapide à la paix ou à un système démocratique ouvert. Ce prédateur a besoin de continuer à manger pour survivre. Ces propos sévères sont intervenus juste après une réunion à huis clos entre Macron, Trump, Zelensky et d'autres dirigeants européens. Même si les discussions sont restées confidentielles, les interviews successives laissent entrevoir un consensus. Un cessez-le-feu est indispensable, d'abord pour stopper les morts, puis pour permettre des négociations de paix sincères et grand-pales. Mais imposer la paix au milieu des bombardements et des drames humains semble une tâche quasi impossible. Alors que la Russie poursuit ses frappes meurtrières et enlèvements d'enfants ukrainiens, les dirigeants ukrainiens peinent à négocier dans ces conditions. Macron et les autres leaders européens ont donc insisté auprès de Trump pour qu'il intensifie la pression sur Poutine afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat. Tous insistent sur ce point clé, les armes doivent se taire pour qu'un véritable dialogue commence. Trump a proposé un cessez-le-feu dès février 2025, Zelensky en a accepté un conditionnel en mars dans certaines zones, mais Poutine refuse obstinément. Aujourd'hui, Trump et Macron envisagent un accord de paix beaucoup plus large, un processus qui prendra probablement des semaines, et demandent un arrêt temporaire des violences, qu'ils désignent plutôt sous le terme de trêve. L'essentiel reste la fin des tueries pour amorcer la paix. Un autre point crucial est clair pour les Européens. Il ne faut en aucun cas faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle abandonne des territoires contre son gré. Cette guerre a été initiée par la Russie, l'Ukraine n'a pas le choix que de se défendre ou disparaître. La paix passera d'abord par la fin de l'invasion russe et le respect total de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ukrainienne. Ces principes ne sont pas de simples slogans, mais les fondements mêmes du droit international et de la dignité humaine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rappelé que chaque pays souverain a le droit de rejoindre des alliances sécuritaires, pas seulement l'OTAN, mais aussi d'autres partenariats, comme l'ont fait la Corée du Sud ou le Japon. Sous la pression de Trump, la Russie a même accepté l'idée qu'une Ukraine post-conflit ait le droit de conclure des accords de sécurité avec d'autres nations. Et les alliés travaillent déjà à bâtir ces garanties pour que l'Ukraine se sente protégée à l'avenir. Rubio a aussi souligné que la meilleure garantie réside dans une armée forte. Le soutien évolue désormais d'une aide gratuite vers des accords d'achat d'armes financés via l'OTAN par les pays européens, permettant ainsi une défense pérenne. Pas étonnant que Moscou soit furieuse face à la liberté retrouvée de l'Ukraine de choisir ses partenaires de sécurité. Dès la déclaration de Rubio, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a répliqué avec menace. Si l'Ukraine renonce à sa neutralité et noue des alliances, elle perdra son indépendance et disparaîtra en tant qu'État souverain. Cette mise en garde ouverte traduit une remise en question directe de l'existence même de l'Ukraine indépendante. Derrière ces postures officielles se cachent les véritables objectifs du régime de Poutine. Pour Moscou, l'indépendance ukrainienne n'a jamais signifié une prise de décision libre, mais une domination dans sa sphère d'influence. Ce paradigme impérial justifie aujourd'hui l'invasion et la tentative de subjugation. Le conflit repose donc sur un refus catégorique de Kiev d'accepter ce contrôle. Raison principale et non les prétextes souvent brandis, menace OTAN, protection des russophones, orthodoxie russe, du déclenchement de cette guerre. Les dirigeants européens, souvent confrontés à Poutine, savent que sans garantie de sécurité solide et crédible, aucun accord ne tiendra sur le long terme. Sans cela, le scénario du passé se répétera. Un rappel amer à l'aveuglement de Chamberlain face à Hitler, vu en Géorgie comme en Ukraine. L'essence même de la construction étatique repose sur l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale. Comme l'a rappelé la Finlande après la Seconde Guerre mondiale, même privée de terre, elle a su préserver sa souveraineté. Aujourd'hui, avec le soutien international massif, l'Ukraine n'est plus seule, et cette solidarité doit être défendue sans relâche. Ce combat pour l'avenir de l'Ukraine est aussi un combat pour les valeurs fondamentales de l'ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale. Des principes que l'Europe et ses alliés doivent protéger avec fermeté.